Tu veux qu'on en parle? Attends, on a des clients. La clientèle peut être là. Ah, mes meilleurs clients. Bonjour. Ah, bah alors. Il y a une bonne ambiance à ton petit point de chute. Ah, bah, nombreux. Ça va Alexandre? Bien et toi? Bravo, merci de me rejoindre notre lutte. Eh oui, on n'était peut-être pas matinal, mais Mais on est là. on est là. C'est la radio, on ne voit pas. Nous, on est là. Bonjour. Bravo. Voilà, toujours des slogans. Bienvenue au. Salut. Bienvenue à la source des rivières. Elle est belle, elle ne se tarit jamais. Non, elle est descendue un peu cet été, mais elle ne se tarit jamais. Et voilà. Les éléments. Je vais vous faire le discours. Je vais vous faire le discours ici auprès de la source des rivières. Si on est là et si on tient à marquer ici du coup cet arrêt, c'est parce que cette source est dans la zone des 300 mètres de la carrière, d'exploitation de la carrière, et n'est pas répertoriée ou répertoriée comme un bassin collecteur d'eau de pluie. Alors ici c'est une source qui est connue de façon, elle est connue depuis très très longtemps ici. Et je vais vous lire un petit texte écrit par Jean Letu, un habitant de Concreuil, qui va vous montrer l'importance qu'a pu avoir cette source à certains moments et l'importance que ça aurait de la voir disparaître. La source des rivières, dernier espoir en cas de sécheresse exceptionnelle. Le récit véridique de la grande sécheresse 1921-1922. Voici l'histoire écrite par Jean Letu, habitant de Concreuil, je me répète. Ma mère, Marianne Delanoë, née dans les années 20, fille de Donatien Delanoë et de Jeanne Bertin, laboureur de profession, a passé son enfance dans la ferme de ses parents à la Chênaie-des-Landes, au nord de Concreuil. Elle fut scolarisée à Pierrick, l'école la plus proche. Quand nous passions près du calvaire situé dans le premier virage de la côte du Bas, appelée aussi côte des rivières, en venant du pont du Don au village des rivières. C'est ici du coup. La côte c'est celle-ci et le virage c'est celui qui est juste derrière avec les voitures qui y passent. Elle nous a souvent montré le bassin et raconté cette histoire. J'étais alors enfant, mais mes sœurs pourraient aussi en témoigner. Par le passé, une sécheresse terrible a frappé la région. Terrible. Elle dura 18 mois. C'était la grande sécheresse de 1921. Le déficit de pluie avait commencé dès l'automne 1920 et a continué toute l'année 1921. À titre de comparaison, en 1921, il est tombé moitié moins de pluie, donc 2 fois moins de pluie qu'en 1976. Elle a causé la mort de 5 millions de personnes, principalement dans le Caucase et en Ukraine. Lénine fit même appel à l'aide internationale. Elle a entraîné l'exode de millions d'autres dans l'Europe de l'Est. Bref, ici, les mares étaient toutes à sec, les puits taris et les lits de la Chaire et du Don étaient vides d'eau. Les paysans de Concreuil, Guénouvry, Marsac et Pierrick, donc 4 communes autour, venaient alors abreuver leurs bêtes au bassin situé à 20 mètres du calvaire. Ce bassin collecte les sources qui s'écoulent de la roche, il est de forme rectangulaire. Il y a une grande paroi rocheuse en constitue un long côté et 2 murets de pierre forment ce réservoir. C'est un des rares points d'eau de la région qui soit resté intarissable et qui l'est toujours. Moi ça fait 18 ans que je suis ici, ça n'a jamais tari, jamais baissé. L'année dernière, il n'y a pas 1 centimètre d'eau qui est parti. Le niveau est resté tout à fait plein. Voilà. Alors pour la petite histoire, les troupeaux et les charrettes qui charriaient les barriques d'eau en 1921, ça formait un embouteillage qui allait d'ici jusqu'au bourg de Concreuil à la route de Marsac. Soit un petit 2,5 km d'embouteillage de bœufs et de charrettes, enfin de bœufs et de charrettes, bien sûr. Donc voilà. Donc là du coup c'est un bassin collecteur. C'est une partie des eaux de la colline qui est retenue ici. Et donc il y a des résurgences un peu partout, le sol est meuble.
Ah, c'est du rose pétant. Comment on appelle cette couleur? Vous diriez comment? Bah, violet plutôt, non? Violet. Mais avec beau. le vert, c'est Ouais, ça ça flash, c'est vraiment incroyable. Et donc alors c'est Regarde, c'est trop mignon, il y en a une qui est en train de... en train de pousser, ouais. Et moi, je vais vous dire, ça donc c'est une orchidée sauvage. Hein. Si vous regardez, elle s'appelle l'orchise bouffon parce que dans ce groupe des orchidées, on a beaucoup d'analogies avec le monde humain et animal. Regardez ici. Il y a par un exemple. tricorne ou quoi? Non, c'est ça. Non, il y en a qui sont plus ou moins bien bouffons. Hein. Elles ne sont pas toutes très bouffonnes. Si vous regardez, on va regarder, elles sont toutes un petit peu différentes. Sur le casque, vous voyez, c'est cette partie qui est là. On a ces lignes, c'est un peu zébrées. Hein. Des rayures. Ou des rayures, ouais. On pourrait assimiler ça à un habit de bouffon. Donc là, elles attendent patiemment d'être fécondées. Hein. On voit des insectes qui se promènent. Et cette orchidée-là, elle est protégée ou pas, du coup? Ah oui, toutes les orchidées en France, il y en a à peu près 60 espèces, sont protégées. Elles sont vraiment interdites. On ne pourrait pas faire un bouquet, même si tu as envie d'en ramener à la maison. Là. C'est dû à leur rareté. Malheureusement, cette espèce n'est pas assez rare pour que le site de la carrière du Théas soit classé. Et tout ça, ça a été répertorié dans l'étude l'étude d'impact, la partie... Alors, on ne sait pas qui c'est qui a fait... Oui, on sait qui c'est qui a fait l'étude. Moi, j'ai regardé, il n'y a aucune mention sérieuse concernant les orchidées. Il n'y en a même aucune. Donc, on a 2 espèces d'orchidées qui sont protégées au niveau national. Elles ne sont pas mentionnées dans l'étude. Donc, on voit que ça a été fait à une certaine période de l'année, mais et ça n'a pas été fait au bon moment pour faire l'inventaire complet. Ça pourrait être l'avenir de ce site, justement, quelque chose de pédagogique, Ah bah, ça pourrait, tel que tu le fais aujourd'hui. On a aussi besoin de beauté en fait pour vivre. On n'a pas besoin que de cailloux ou d'entreprise. On a besoin de beauté, on a besoin et on aura besoin d'eau, quoi. Donc il y a aussi Toi, voilà. Elle met les conditions en place pour qu'on puisse vivre. Nous, on doit aussi mettre les conditions en place pour garder la nature, pour l'aider, quoi. C'est notre rôle aussi, quoi. Et c'est vrai que ça s'oppose en fait à la pulsion de mort. Ces projets-là, c'est la pulsion de mort. L'artificialisation des sols, c'est la pulsion de mort. Oui. Bon, on a envie d'emmener les gens qui ont des projets comme ça devant ces fleurs. Parce que vous ressentez vraiment, sans toutes les choses, voilà, je pense, c'est des personnes qui sont polluées par l'entreprise et tout ça, mais regardez, quoi. Ça me rappelle la chanson de Dutronc. De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. De grâce, oh de grâce, monsieur le promoteur. Voilà. Mais c'est vrai que... À l'heure où le mot sécheresse est sur toutes les lèvres, dans l'agglomération de Vannes, dans le Morbihan, une ancienne carrière située à Saint-Avé va devenir un réservoir d'eau potable qui permettra de passer les caps difficiles. D'une contrainte, nous allons en faire une force, commente la maire de Saint-Avé. Pendant 5 décennies, les tirs de mines et les camions chargés de cailloux qui traversaient le centre-ville ont pollué la vie des Avéens. À Saint-Avé, entre 1964 et 2008, la carrière de l'Iscuit a fourni de nombreuses routes du département et d'ailleurs. Plus les pelleteuses creusaient et plus le matériau était bon, poursuit Thierry Evenot, vice-président en charge de l'environnement. Ils sont allés jusqu'au bout du gisement. Lorsqu'ils creusaient, ils devaient déjà pomper l'eau qui provenait de la nappe phréatique. Environ 900 000 m3 étaient réinjectés dans les ruisseaux qui bordent la carrière. Sota el portal i quan passem els nuvaires estirem cor per cantar el darrer cant del 600 lo darrer que el va ensenyar. Si
temps no pot durar. Segur que tomba, 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 per corcada del sejar. Si tu l'estires fort per qui, io l'estiro fort per allà. Segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. La 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 la. Segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Plan d'eau pompé, vidé dans les fossés. Résistons dans notre village pour sauver le bocage. Protégeons l'eau. Ne pas la gaspiller. Les sécheresses en été. Le climat a changé. À tout va gaspiller. Arrêtez de bitumer. La carrière s'est ensauvagée. Riche est sa biodiversité. La forêt renaît et s'étend. Sa flore riche des orchidées. La faune de la huppe faciée. À la nuit, écoutez l'engoulevent. Pas de déchets au fond du trou. Ni de poussière à tous les vents. Respirons nous, les habitants. Protégeons nos enfants. Des camions incessants et des tirs assourdissants. Dans nos villages, des rivières atteintes. Nous sommes unis, Tous comme un. de Concreuil à Guénouvry. Avec les élus clairvoyants. Nous toutes et tous, Nous, collectif Carrière Tain, gardons notre eau, gardons notre territoire vivant. Ne jetez pas l'eau de la carrière au fossé. L'eau est précieuse et vitale. Nous refusons le gaspillage et les pollutions. Nous refusons la destruction du site de Tain. Protégeons la forêt de Tain. Protégeons l'eau. Protégeons nos ruisseaux et notre rivière. Nous, collectif Carrière Tain. Ici, il est prévu d'extraire 2,8 millions de tonnes de granulats pour artificialiser d'autres sols. Et il est prévu de déposer 280 000 tonnes de déchets du bâtiment dans une nappe phréatique et dans de la roche qui est du grès. À la moindre pollution, il n'y aura aucun retour en arrière possible. D'ici partiront ou arriveront sur 15 ans 300 000 camions. Là aussi, quand il y aura des accidents, aucune marche arrière est possible. C'est quoi là, des éoliennes en plus? Ah non, c'est ça ce que le montre. Ah oui, réservoir. Non, le réservoir, on ne le voit pas encore. On peut faire. Et on voit des tout. J'avais jamais. Ouais, faut suivre, essayer de suivre la falaise. Tu vas essayer de suivre la falaise? Non. Essaye de suivre. Oui, oui, j'ai suivi avant. C'est bien allé. Je t'assure, ici, un passage. Ah là, il est bon, hein, celui-là. Hein. C'est un bon petit surplomb.
Ah mais non, regarde, j'y vais, il y a une fuite, mais non, c'est le petit clocher. Où on va? C'est un très bel endroit. Nous sommes à un jet de pierre, je pense, de la chapelle des Lieux Saints. Et là-haut, il fait très chaud, très sec. Et ici, c'est comme dans la jungle. C'est vrai que chaque fois qu'on est près du Don, je trouve, c'est des paysages magnifiques. Enfin vraiment, c'est vrai, tu dis la jungle, quand on passe en canoë ou en kayak sur le Don, mais t'as l'impression de vivre une aventure, quoi. Et c'est juste chez nous. Moi, je pense toujours à des tableaux où la composition serait parfaite, en fait. Dans les contrastes de couleurs, dans les lumières, dans les reflets, dans les petites choses graphiques des nénuphars qui se répondent aux feuilles plus petites là-bas. Un tableau parfait, dans lequel nous, on a la chance de pouvoir évoluer. Oui, j'aime beaucoup aussi en fait le nom, le don. C'est vrai que la nature en fait nous donne quelque chose, nous donne à voir, nous donne aussi à manger, à boire, nous donne aux animaux, donne à la biodiversité. Oui, parce que là c'est juste le plaisir de... il y a tous les sens, mais c'est surtout la vue, je dirais surtout la vue, et ça fait quelque chose... Dans tout le corps, on est plein de beauté, quoi. Ça remplit tout nous. Parce que c'est vrai qu'on fait partie de la nature, et quand on peut saisir ces moments de beauté, on le ressent dans tout le corps, qu'on fait partie de ça en fait. Beaucoup d'entre nous, peut-être parfois nous-mêmes, on ne voit pas toujours les choses, c'est-à-dire qu'on a aussi un propre déni. Et voilà, j'ai entendu beaucoup de choses sur le Don, sur la carrière. Il y a quelque chose vraiment d'inquiétant. Les gens ont du mal à s'imaginer ce que pourrait être une carrière en activité. Là, le Don pourrait être peut-être bien endommagé. On ne connaît pas encore les conséquences. Je ne sais pas ce que tu en penses, Édouard. C'est sûr que c'est un refuge actuellement pour la vie. C'est un endroit, comme je le vois aujourd'hui, par cette période de sécheresse, on est vraiment dans le cœur du refuge, comme dans une oasis. Et on se sent menacé avec ce projet pharaonique, très localisé, mais qui va avoir des ondes de choc sur tout le secteur. Et ce Don ici est vraiment menacé dans son intégrité, dans sa tranquillité, dans toute la force qu'il nous donne. Je pense qu'on risque de la perdre, cette force. Oui, parce qu'il y a quelque chose comme si on disait ça va se passer que à la carrière en fait, comme si quand il y a un gros endroit négatif, polluant, etc., comme si ça pouvait être contenu dans un seul endroit, quoi. Comme si ça n'allait pas avoir de conséquences, comme si ça allait toucher que quelques personnes ou que quelques zones naturelles, mais très très locales, quoi. On se dit pas, tiens, en fait, ça aura des conséquences sur énormément de vie, et je parle même pas de vie humaine, énormément de vie, on oublie, on s'en fout un peu, la plupart des gens s'en foutent un peu des insectes ou des choses comme ça, mais en fait, c'est de toute la nature et de toute la vie qu'on détruit, quoi, qu'on veut détruire en fait en proposant ce projet, quoi. On est sur un moulin, à côté de nous il y a une digue, et en fait, elle date de, je crois, à peu près 2 à 3 siècles, voire peut-être plus. Et les choses en fait étaient vraiment durables. Et on s'aperçoit que maintenant on va passer presque des anciens bâtis, des ruines au gravat. On est une société où les constructions, elles durent très peu de temps. On construit, on détruit et ça fait des gravats. Qu'est-ce qu'on va laisser en fait à transmettre à nos enfants? On va plutôt transmettre plutôt des gravats que des anciens bâtis, des ruines qui avaient un certain charme. Alors ce que je vous propose en fait, c'est
Je ne sais pas si vous vous rappelez du café philo qu'on avait fait avec Bernard Benatar sur le prendre soin. Il nous avait dit en fait quelque chose qui était très beau. C'était une aide-soignante qui frappait à la porte d'une personne âgée, enfin dans un EHPAD. Il frappait. Alors on peut se dire c'est uniquement, c'est normal, on frappe avant d'entrer dans une chambre. Et cet aide-soignant avait dit non, 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 il n'y a pas que ça. Je frappe à la porte parce que ça me laisse un temps un petit peu de disponibilité. Je vais être disponibilité quand j'ouvre la porte. Donc j'attends devant la porte, je frappe. Je frappe parce que je sais qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Il y a une personne, il y a du vivant. Et je vous propose en fait de réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait faire avant de partir dans notre promenade? Nous-mêmes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, on est à la porte. Il y a derrière nous, on va rendre visite à la nature. Quel geste on pourrait faire? Est-ce qu'on, je sais pas, on frappe à la porte? Quel geste? Faites un geste en fait, comme un don en fait. On parlait de don, un don avant de partir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Imaginez un geste. C'est pas la carte magnifique. Ah, celui-là, ils vont couper le... Il fait combien de tours en fait? Il fait... Deux et demi. 2,5, ça va? Allez, venez. Là, moi, il n'y a pas Moi, j'ai de vous, moi. Viens dans le houle, mais comme ça. Attends, on fait comme ça, on se tient là, vas-y. Ah ouais, 3. 3. Faire parler les arbres. C'est du bois régulier qui a poussé vite. T'as pas une branche. Il a quel âge lui? Bah, je dis, ça correspond à la mode de l'implantation des grands arboretums sur les grands parcs. C'est milieu 19e. Ouais. Oui, il est sans fin cet arbre. Ouais. Ce qui m'étonne toujours, c'est la massivité du tronc par rapport aux toutes petites feuilles de la combinaison. Oui. Et Maud, on dirait un peu les œuvres de Jospin. d'Eva Jospin, ouais. Edouard, pourquoi on dit qu'il est chauve en fait? En quoi il est chauve? Parce que c'est un conifère, puis d'habitude les conifères, ils gardent leurs aiguilles en hiver, et celui-là, il perd ses aiguilles, donc il devient chauve pendant l'hiver. Et vous avez, ça c'est des pieds hein, qui lui permettent, des jambes même, qui lui permettent d'aller très vite, très haut. Hein. C'est comme dans les colonnes, tu peux voir ça, la Sagrada Familia, ils ont reproduit ça. Hein. C'est ça, dans les églises en fait. Il y a ce à type Barcelone, de ouais. D'accord. Gaudi, il a repris ce modèle hein, des jambes pour faire tenir les voûtes de la cathédrale. Et c'est des plantes. C'est ce qui est fabuleux, c'est qu'il a copié la nature. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment organique. Et là, on est au pied d'une cathédrale. En tout cas, c'est pas un arbre indigène, mais il a trouvé ici un milieu qui lui plaît. Ce qu'il lui fallait. Ouais. Donc voilà, c'est une intégration réussie, on pourrait dire, heureuse.
Mais on ne voit pas beaucoup de petits cyprès chauves autour, donc il n'est peut-être pas encore tout à fait chez lui. Il lui manque quelque chose pour vraiment s'installer. Bon, bah, on va jouer à cache-cache. Hein, Tu clignes. Réponds du cabis. On peut lui faire un câlin déjà. On fait un petit câlin. On lui fait un câlin. Ah oui, ça fait des petites... C'est encore une autre. Ce qui a été fait, en fait, on hérite d'un patrimoine. Et maintenant, ce qu'on va transmettre à nos enfants, c'est des gravats, quoi. On est vraiment... quelle société on veut, quoi. C'est extraordinaire, parce que, vous vous rendez compte, ça près de presque 2000 ans, peut-être. C'est extraordinaire. On est pile à mi-chemin entre Nantes et Rennes. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'était un relais, une espèce d'hôtellerie. J'ai l'impression ici qu'on est dans une bande dessinée, en fait, Astérix et Obélix, et on va peut-être trouver un Romain ou quelques sangliers. Mais ça tient encore. Hein. Ouais, et puis les rives, en fait, sont magnifiques. Vous avez vu le façonnage, en fait, c'est pour tenir, en fait, les rives. Oui. Elles sont sur le On fil. arrive au moulin. À gauche, à droite. Et ils se sont vraiment mis d'accord, on pourrait dire quelque part. On voit, moi je sens pas d'agressivité entre eux. Pourtant c'est une lutte vraiment pour la lumière et les nutriments. Mais j'ai l'impression que le tout fonctionne. Et c'est là depuis 500 ans. Oui, moi j'avais vu qu'il laissait des petits chênes en nourricière, comme ça, plein, et qu'il ne grandissait pas trop. Quand il y avait de la place, ben, il y en a un peu qui peut pousser, quoi. Alors on découvre que en fait ils nourrissent les petits, les arbres nourrissent leurs petits à travers des champignons. Dans les forêts de hêtres, il y a quelques hêtres ici, et ben, elles nourrissent leurs petits parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour le petit pour sortir à la lumière. Donc elles vont le nourrir par les racines jusqu'à qu'il ait assez de force pour trouver la lumière. Vous pensez qu'ils ont quel âge ? Pas 300, 400. Alors d'après le châtelain, il dit 500. Alors il faudrait mesurer, mais c'est compliqué. Mais on est dans ces ordres d'idées d'arbres multicentenaires qui ont été plantés. Et puis il y en a plusieurs qui se sont installés tout seuls. C'est vraiment un patrimoine naturel. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Qu'est-ce que vous voyez ici en fait? Est-ce que vous voyez autre chose que des arbres? Je te vois. On entend autre chose que des arbres, en tout cas. Exact. Il y a plein de vie, quoi. Ouais. On ressent la vie. Pour rester dans les chiffres, on dit qu'on a le chêne pédonculé ici qui domine. Hein. C'est ces gros arbres qui sont multicentenaires là. C'est qui ont à peu près 1000 espèces qui vivent autour de ces arbres, qui dépendent de cet arbre. Donc c'est une nurserie pour loger de nombreuses chenilles, de nombreux insectes. Donc il y a à peu près 400 espèces d'insectes, quelques dizaines d'espèces d'oiseaux, quelques mammifères et beaucoup de microfaunes encore, des champignons qui sont liés, vraiment liés. C'est une communauté, voilà, ils vivent en collectif. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, est-ce que les arbres, en fait, ils communiquent? Est-ce qu'il y a une relation parce que là, ils sont alignés? Ils communiquent par-dessous énormément. Ah, ouais. Oui, ils sont capables de communiquer à travers des champignons, de se nourrir aussi et de s'abreuver les uns les autres. Les uns les autres, tu veux dire, de se Alors, compléter. c'est les champignons essentiellement qui vont nourrir, abreuver les arbres quand il y a de la sécheresse. C'est eux qui vont chercher beaucoup plus loin que l'arbre
beaucoup plus profond des nutriments et de l'eau en cas de besoin. Donc c'est vraiment une symbiose invisible, silencieuse, qui permet à ces arbres de vivre beaucoup plus longtemps que nous. Est-ce qu'ils peuvent être fragilisés par le climat qui est déréglé en fait? Est-ce qu'il y a des prémices en fait d'un... Ce qui est fou, c'est que ce qui nous dépasse complètement, c'est qu'en cas de sécheresse, ils ont déjà vécu des sécheresses. Il y a 100 ans, on parlait de la dernière sécheresse comme on a actuellement, c'était il y a 100 ans. Donc dans leur gène, ils ont déjà dû s'adapter à une sécheresse. Et peut-être il y a 200 ans, peut-être il y a 300 ans. Donc ceux qui sont là, ils vont pouvoir transmettre aussi aux autres, aux jeunes, comment est-ce qu'il faut faire en cas de sécheresse. Donc toutes ces histoires d'alliance, ça va on pourrait dire, s'inscrire dans l'ADN des arbres et dans leur descendance. Donc on a vraiment une intelligence collective aussi qui permet à cette forêt, je pense, de résister à la sécheresse. Ouais. Mais à la fois, jusqu'à où on peut s'adapter, enfin jusqu'à où la nature peut s'adapter, oui. C'est un vrai problème, quoi. Moi j'avais lu que les arbres, comme ils sont immobiles, eh ben, ils ont dû développer énormément de choses pour pouvoir continuer à vivre sans pouvoir se déplacer, quoi. Et que du coup, ça me fait penser que, tu vois, à la carrière, même quand ils disent on va la réouvrir et tout ça, il y a des gens qui habitent autour, ou des animaux, ou des insectes, ou tu vois, etc. Des plantes, on dit ben, c'est pas grave, si ça vous plaît pas, vous avez qu'à partir en fait. Alors comme si nous, on n'avait pas des racines, comme si nous, on n'avait pas commencé déjà à s'installer et que, ben oui, s'il y a un truc qui va pas, ben on n'aura qu'à partir en fait. Ben non, nous on a des racines dans le sol, on est très bien ici, on n'a pas envie que ça bouge et on va s'adapter au mieux, mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas s'adapter, quoi, parce que ça tue. C'est comme de couper les arbres, à un moment tu ne peux plus rien faire. Tu veux déraciner? Oui. Oui. Il y a beaucoup de gens déracinés. Nous on ne veut pas que ça se passe ici, aussi pour beaucoup de gens. Et aussi pour la nature. Mais si on protège la nature, c'est aussi pour nous, hein. Faut bien se dire. Oui, c'est vrai que la nature, elle est nécessaire, quoi, bien sûr. Ouais, plus qu'indispensable. Oui. Oui, moi quand j'imagine que la carrière elle reprenne, ce qui me fait le plus mal, c'est d'imaginer que les bulldozers ils vont tout raser là-bas et justement arracher tous les arbres qui sont sur place. Ouais. Ça me fait... Oui, tout à fait. Ouais. Ce que je disais en fait au début de notre balade, la nature, en fait, on va réussir la nature à la mettre en ruine, quoi. C'est fou, quoi. Enfin, mais c'est tellement pas concevable que moi j'essaie d'éluder la chose, mais si j'imagine cette image, en fait, ça fait trop mal, en fait. Ouais. Ouais. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Bien. Donc voilà, en fait, nous sommes donc, le collectif Carrière Tain. Oui. Et puis on vient vous voir pour connaître votre position, la position de la municipalité sur le fameux projet là, de réouverture de la ouais. carrière. Ouais. Voilà. La position de la mairie, elle est claire, hein, elle est définie maintenant. On a délibéré sur le sujet. Notre première réaction par rapport à la réouverture, ça a été le trafic généré par les camions. Hein, on voyait les études du groupe Pigeon qui nous parlaient de 80 passages de camions. Voilà, donc ça nous a inquiétés. Un poteau qui gêne par exemple qu'on va supprimer, mais c'est pas pour autant qu'on veut le faire. On veut le faire plutôt pour que les gens puissent passer tranquillement à pied plutôt que pour favoriser les grosses largeurs. En fait. Puis c'est un bourg où il y a une école quand même ici. Alors il y a une école, il y avait l'ancienne école privée que la commune a rachetée
pour en faire un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu d'animation, un lieu où les gens viennent, enfin, donc avec potentiellement le risque d'être impacté par la circulation. Il y a une autre école, il y a l'école publique de Concreuil, l'école qu'on appelle communale en fait, et qui elle sera aussi éventuellement impactée par le passage des camions, puisque c'est la route du Bélé. Voilà. Mais il n'y a pas que les écoles, il y a tous les riverains, tous les gens qui sont. Oui. Je vois effectivement, il y a du commerce aussi, le petit bistrot. Il y a un effort de la municipalité actuelle là, donc, de revitaliser le bourg. Hein, donc, on a la chance d'avoir eu un couple qui a repris le bistrot, qui fait de l'animation, qui se bat pour créer une ambiance. Hein, et ça porte ses fruits. Actuellement, on est en train de racheter la boulangerie là, pour la relancer, pour relancer nos commerces. On a un Vival qui fonctionne bien, avec aussi une inquiétude des gérants du Vival par rapport au risque. Ils sont au bord de route, hein, le risque d'avoir des gens qui se fassent percuter. Hein, voilà. Donc nous, on va essayer d'aménager le bourg pour le sécuriser au maximum. Mais si en même temps on nous amène un trafic supplémentaire, forcément ça va compliquer les choses. Hein, voilà. Donc, je comprends qu'un collectif développe l'ensemble des arguments nécessaires à son combat. Pour une municipalité, il faut aussi voir des choses d'un aspect plus large. Hein. C'est pas pour me mettre en opposition avec votre combat, mais c'est aussi parce que il y a des gens à Concreuil qui sans doute n'osent pas dire, mais qui seraient plutôt favorables. Hein. Donc voilà, il s'agit aussi d'avoir une vision un peu élargie des choses. Quoi, hein, voilà. Oui, de toute façon, nous, on se retrouve, le collectif et la mairie, on se retrouve sur certaines choses, et puis il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément du même avis. Vous avez beaucoup de compromis à faire, et nous, on est dans une lutte, donc on est plus large aussi parce qu'on est plus, c'est pas plus ou moins, mais je veux dire, on est engagé vraiment pour la nature, donc il y a des réflexions aussi autour de, c'est pas que ici, chez nous, parce que c'est juste à côté de chez nous, c'est aussi beaucoup plus large de comment est-ce qu'on peut repenser les choses pour que les choses deviennent différentes dans le futur, parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas comme c'est maintenant. Mais après, vous avez beaucoup de compromis à faire et nous, on respecte ça aussi. Moi, je l'ai dit tout à l'heure déjà, les arguments que vous avez développés ne sont pas des arguments qu'on avait au départ non plus envisagés. En fait, on a élargi nous-mêmes notre réflexion, et moi, à titre personnel, j'ai évolué aussi sur le sujet. Si le projet en fait se réalise pas, que la municipalité en fait, elle a commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce lieu? Comment on pourrait en fait l'aménager? Alors, je vais te faire une réponse mi-sérieuse, mi-pas sérieuse. La carrière du Tahin, enfin en tout cas le site du Tahin, y compris la chapelle des Jessins, tout ça qui est un très beau lieu, est actuellement sur la commune de Guémené. Alors sauf à redécouper les limites communales, hein, pour faire un peu on va dire, le faire un peu à la Poutine, voilà. Donc pour l'instant, c'est pas du ressort de la commune. Ceci dit, dans notre démarche de valorisation de la commune, il y a quand même le tourisme, en fait, la vallée du Don, tout ça. Et donc, forcément, nous, on a tendance à valoriser cet endroit-là, hein, y compris le château de Pontvey, la voie romaine. Et tout ça, ça participe à un ensemble. Et si le projet ne se fait pas, et le projet ne se fera pas, on est bien d'accord, il faudra continuer à valoriser cet endroit-là. Voilà, j'avais un adjoint par exemple qui disait que ça serait un site où potentiellement il pourrait être mis des panneaux photovoltaïques par exemple, puisque sans défigurer l'endroit, c'est un endroit qui ne prend pas d'internourricière, qui pourrait participer à ça.
c'est une idée comme une autre. Ça pourrait être valorisé aussi en tant que tel. J'en ai échangé avec, la maire de Guémené, par exemple, en disant c'est un endroit très atypique, hein, voilà, avec un écosystème qui s'est développé comme ça, de manière un peu spontanée. Et pourquoi pas tirer parti de ça, avec toujours la réserve que le site n'appartient ni à la commune de Concreuil, ni à la commune de Guémené, hein, puisque c'est un terrain privé. Et voilà, donc voilà, pourquoi pas racheter cet endroit-là, mais enfin en tout cas c'est pas la commune de Concreuil qui le fera, parce qu'elle n'en a ni les moyens, ni la possibilité juridique. Voilà. Donc, voilà. Qui dans l'urgence organise une petite visite du site qui a commencé à être détruit mardi matin, bien sûr sans préalable. On ne s'attendait pas à ce que ça débarque avant la rentrée, on était un peu naïfs. Et oui, voilà, ça y est, les orchidées notamment sont en fleurs, et ce qui a décidé la visite d'aujourd'hui. Et cet endroit va être complètement défiguré dans quelques jours, difficile à stopper. Nous avons bien sûr nos propres moyens qui sont faibles, nos mains, nos têtes. Et puis aujourd'hui, on va aller, on pourrait dire, faire presque une marche funèbre pour voir ces orchidées en pleine fleur qui vont être ravagées par les bulldozers. C'est triste à dire, c'est violent. Quand on en a vu une, après on en voit beaucoup plus. Hein. On peut reculer ça ou pas, parce qu'il y en a là aussi. Ah bah oui. Regarde, il y en a deux là. Voilà. Hein. Et il y a quand même 200 pieds environ qui sont arrivés par l'air. C'est des poussières, hein, c'est des poussières de graines. Elles ont trouvé ici un milieu très pauvre, beaucoup de cailloux. Mais petit à petit, vous voyez, la nature regagne petit à petit ses droits. Et l'orchidée adore ces endroits très secs et maigres. Et là, Tigoni au printemps, c'est rose d'orchidée aussi. C'est les orchis bouffons. Ils sont au même endroit, mais ils sont dessous actuellement, ils ont fait leur cycle et poussent au printemps. Et il y a à peu près 1000 pieds qui vont être sur la zone d'exploitation. Donc voilà, on essaye vraiment d'attirer l'attention comme aujourd'hui, donc parlez-en. C'est des endroits qui deviennent rares, parce que partout il y a de l'engrais, partout il y a des pesticides. Ça qu'il faut retenir, cet endroit va disparaître. On n'espère pas complètement, on va bloquer le processus, on espère. Simplement, méfiez-vous, les friches ont toujours une utilité quelque part pour quelqu'un. Ici, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'elle soit mise sous cloche. On a une ZNIEF, donc une zone naturelle d'intérêt floristique et faunistique qui jouxte la carrière. Ah oui. Notre souhait, c'était qu'on agrandisse cette ZNIEF pour que ce nouveau milieu naturel ici, qui est rare, puisse aussi être valorisé. Ceux qui ont décidé de la carrière, M. Le Droff, il ne se rend pas compte que ce n'est pas seulement une carrière, c'est une zone naturelle qui s'est établie en 35 ans. On est dans une zone saturée d'eau. Le Don est à 500 mètres. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des champs qui se préparent. Pas sur les orchidées. Malheureusement, c'est une décision préfectorale, donc on a la peine à contrer ce genre de décision. C'est une destruction d'un biotope qui n'est pas assez, comme je le disais, intéressant pour être protégé au niveau de la loi. Donc tout le lieu va être décapé, saccagé et surtout creusé pour extraire du granulat. Donc du granulat qui va servir pour les routes essentiellement. Et à la place de ce trou géant où on se trouve, il y aura un trou géant. Il y a un lac toujours au fond, mais le lac sera pompé en permanence. Et voilà, on aura des déchets qui vont finir par boucher ce trou, des déchets du bâtiment, des déchets inertes, soi-disant, contrôlés par l'exploitant. Et on a de forts doutes. L'eau va revenir après l'exploitation dans 15 ans, va noyer ces déchets. Et le gros risque, c'est que ça pollue tout le secteur. Donc, dans un premier temps, destruction d'un habitat, destruction des sources, destruction des puits, et après, un potentiel, je dirais, problème de pollution majeur pour le Don, pour la vallée du Don.
Est-ce qu'il faut prendre le risque? C'est ça qu'on pose comme question en tant que collectif. On n'a pas le droit de prendre des risques de nos jours comme ça. Surtout que l'eau, cet été, est rare. Et l'été prochain, elle sera encore plus rare et toujours plus rare. Et là, on nous la propose simplement comme un déchet de la mettre au fossé. Des gens vivent ici. Au Tain, aux rivières, à Concreuil. On fait comme si personne ne vivait ici, comme si ça n'allait rien changer pour eux. 100 camions par jour, ça va forcément changer quelque chose pour eux. Pour elles, pour les adultes, pour les enfants, pour tout le monde. Ici, il y a des gens qui se promènent, il y a des gens qui travaillent. On fait comme si tout ça n'existait pas. Alors quoi? Alors quoi? On va la faire cette carrière? On va faire comme si les camions ne partaient pas chargés de 40 tonnes chacun? À l'aller, au retour? D'abord on amène des cailloux et ensuite on décharge des déchets? Tout ça n'émane pas de poussière, non, et personne ne les respire. Personne n'entend ce trafic. Personne ne sera en danger en traversant la route ou en la longeant. Non, personne, parce que personne ne vit ici. Non, bien sûr, il n'y a personne qui vit au Tain, aux rivières, à Concreuil, à Guémené et dans tous les villages environnants. Toutes ces personnes qui ont choisi de vivre ici parce que justement, elles étaient en sécurité et qu'elles profitaient d'une certaine qualité de vie. Non, personne ne vit ici. Écoutez, écoutez les gens, écoutez les oiseaux, écoutez l'eau. Dans le dossier de centaines de pages qu'on essaie de comprendre, il n'y a pas la réflexion sur la valeur de ce lieu, la valeur qui nous attache à ce lieu. Je suis un riverain, je suis concerné, mais beaucoup d'autres gens sont concernés. Car un site industriel en pleine nature, dans un lieu que les gens aiment, parce qu'il est calme, non, je ne veux pas. C'est un désastre pour l'ensemble du secteur du tourisme. La vallée du Don va être défigurée. On ne crée pas un site industriel dans une zone qui est devenue presque sacrée pour beaucoup de gens. Il y a la voie romaine, Pont-V, il y a autour de nous cette vallée, ce Don que les gens aiment, parce que ça devient rare des endroits comme ça, si calmes, où on peut se ressourcer. Non, ce projet est aberrant. Je ne cautionnerai jamais cette destruction. Non mais ça va pas du tout ce projet. Non mais c'est délirant. 800 pages d'impact. 800 pages d'impact, vous vous rendez compte? Et dans ces 800 pages, il n'y a qu'une seule phrase pour expliquer la raison. Comme quoi, effectivement, chaque Français consommerait 7 tonnes de granulats par an. En fait, on peut dire que c'est un projet sans raison. Mais transporter une vallée dans des camions, mais à quoi ça rime? En toute façon, c'est pas tenir compte aussi d'une nouvelle demande sociétale. Il faut arrêter d'artificialiser les sols. Il faut arrêter d'artificialiser les consciences. Non, mais là, on est en train de
je ne sais pas où on va. Et en plus, vous savez qu'ici, vous avez vu aussi, que ça va servir pour mettre des déchets du bâtiment. En fait, ouais, ça va servir de rebut. Et on met aussi au rebut, en fait, tous les gens ici. On ne les écoute pas. On ne prend pas en compte leur vie. Non, mais franchement, ça va pas. J'habite à 300 mètres de la carrière, de l'ancienne carrière. Alors, évidemment, si ça se faisait, pour nous, ce serait terrible, mais c'est beaucoup plus large que ça. Symboliquement, c'est vraiment la nature et la vie qui est autour. Des fois, on parle avec les enfants et je me demande comment je peux leur expliquer ça. Que peut-être tout va être détruit. Que peut-être l'eau, elle va être jetée et que peut-être il va y avoir des déchets qui vont polluer pour toujours. Et que tout était écrit et que les personnes qui prennent les décisions avaient tout devant elles pour pouvoir refuser ce projet et que peut-être elles auront quand même accepté. Je sais pas quoi leur dire aux enfants. Comment leur justifier ça? Parce que moi-même, je ne comprends pas.